L'homme que je reçois a connu des problèmes de papier. Son voyage du Congo vers la France, en passant par l'Éthiopie, n'a pas été de tout repos. Arrivé dans l'Hexagone, il pensait sans doute vivre une vie paisible, no stress. Mais c'était sans compter sur les problèmes administratifs qu'il allait rencontrer. Le titre de séjour obligatoire à son intégration en France tardera à venir. Il vit de récépissé en récépissé pendant des années et un jour, il reçoit l'obligation de quitter le territoire français. La surprise est grande, mais il tient bon. Avec l'aide d'une association, il relancera son dossier en préfecture jusqu'à la régularisation de sa situation. Depuis, il a été naturalisé français et sa vie a repris son cours normal. Je reçois Monsieur Sika dans ce numéro de Résilience. Alors Lolo, vous êtes né au Congo-Brazzaville et vous êtes issu d'une fratrie de frères et sœurs, en tout cas d'une famille nombreuse. Mais vous vous êtes retrouvé seul, loin du Congo, en Éthiopie. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui vous a conduit en Éthiopie? Mon oncle, le frère à mon père a été affecté et il a voulu que j'aille avec lui, pour des raisons que j'ignore. Ouais. Et il a demandé à mon père, qui dans un premier temps a dit non. Et on n'a pas compris le revirement, il a tout fait pour que je parte. Donc, août 96, mais voilà. Le 11 août 96. J'ai encore le 11. 96, vous dites? Vous avez quel âge? 13 ans, 14 ans. D'accord. Très jeune. Donc vous étiez encore adolescent C'est ça. et c'était pas dur pour vous de quitter le cocon familial pour un pays étranger en plus? Très dur parce que j'ai jamais vécu hors du cadre familial. Donc là, me retrouver à l'étranger, et en plus avec des gens que j'ai pas vraiment vécu avec. C'est-à-dire que tout s'est passé, on a presque en état. Mhm. Il venait à la maison, c'était la famille, mais on a presque en état, donc c'était pas, Mhm. c'était traumatisant. Et arrivé en Éthiopie, comment ça s'est passé? Ben, 2 mois après mon arrivée à Addis Abeba, donc c'est mon père qui décède. Et là, c'est la totale bascule. Du coup, l'homme, il se dit, comment ça va se passer là? Et l'attitude de mon oncle a changé, on sait un peu comment ça se passe en Afrique. Et une fois qu'il devient chef, bon, il s'impose, et moi, à ce moment-là, une forme de rébellion qui naît. Et là, je commence à devenir le petit indépendant, de vouloir faire ce qu'il avait à faire pour vivre, pour survivre, le cas de le dire. C'était plus évident, donc il fallait que je m'attache à d'autres communautés, pour ainsi dire. Mhm. Et c'est comme ça que j'ai pu acquérir ce métissage culturel que j'ai aujourd'hui. Et tout ça a été un package qui m'a servi effectivement une fois arrivé en France. Ouais. Mais c'était une formation depuis cette époque. J'en parle encore avec des amis qui sont au Canada avec qui j'étais à Addis Abeba, on en parle encore hier. On disait effectivement qu'on a appris à gagner de l'argent très tôt, mais que la maturité arrivait beaucoup plus tard. Mais ce qui fait qu'à ce moment-là, il fallait survivre. On parle d'Addis Abeba, quoi. C'est l'Éthiopie. Ouais. Donc il n'y a pas de taf, il y a. Et vous ne parliez pas non plus anglais? Il parle, oui, il parle anglais. Hein. L'anglais est arrivé, je crois, la dernière année, parce que la dernière année, j'ai été exclu. Et c'est comme ça que j'ai commencé à traîner vraiment avec les Éthiopiens, parce que nous, on était dans un lycée français. Mhm. Et entre nous avec les Éthiopiens, bon, l'anglais est rentré naturellement par la suite. Mais les 3 premières années. Et vous avez pu retrouver un toit à Addis Abeba? Ben, j'étais chez mon oncle. Après, donc, oui, c'était des prises de tête, un enfant, un dos et son père. Donc, je me retrouvais des fois dehors, effectivement. Après, je revenais à la maison, des va-et-vient. Ouais. Des va-et-vient, donc ils ne vous avaient pas totalement mis à la porte, c'est ça? Il y a une des fois, si, quand même. Là, je Ouais. pense que pour me ramener, ça bataillait. Il a fallu que les autres communautés, du coup, interviennent, parce que c'était un peu. Addis Abeba, c'est un peu la capitale diplomatique en Afrique. Donc, il y a toutes les nationalités qui s'y retrouvent, et entrer dans d'autres communautés, c'est un peu comme une honte. Mhm. Il fallait qu'on vienne un peu le pointer du doigt pour qu'à ce moment-là, ça prenne conscience que oui, on est à l'étranger, l'enfant me déconne peut-être, mais Mhm. autant garder ces bêtises-là à côté que de le laisser s'exposer, ce qui fait. Ouais. Mais vous viviez comment à l'époque? Vous faisiez quoi? Vous étiez scolarisé? Vous travaillez? Première année, soit en fait, les 3 Scolarisé. premières années, j'allais à l'école, bien évidemment, Ouais. j'étais encore. Ouais. Mais vu qu'à la maison, ça n'allait pas, et moi, psychologiquement, j'étais down, en fait, Ouais. on va dire, dès lors où mon père est mort, c'est comme s'il n'y avait plus de Mhm. limite, en fait. Là, j'avais pour moi un boulevard à cet âge, je ne considérais plus le cadre qu'on m'imposait. Ouais. Et ce qui a fait que, bon, ben oui, j'allais à l'école pour aller à l'école. Et j'ai encore une de ces phrases, je me disais, je te vois plus repasser tes fringues le soir à nettoyer tes chaussures que de préparer ton sac pour le lendemain.
Donc j'étais plus dans cette phase. L'école n'était plus, j'avais plus la tête à ça, j'avais plus un cadre. Donc ce qui a emmené Mhm. à ce que lui et moi, la relation soit complètement Brisé, rompu. un peu ça. Ouais. Un peu ça. D'accord. Et après, vous allez rester encore combien d'années à Addis Abeba, enfin, on va dire dans cette errance, dans cette incertitude? C'est la dernière année qui a été la plus dure, de 99 à 2000, parce que j'ai eu ma première fille aussi en 99 en Éthiopie, du coup, j'avais 17 ans. Mhm. Et la dernière année était très dure parce que là, je ne vais plus à l'école, pas d'argent, je traîner avec les Éthiopiens dehors, pas toujours la meilleure des choses. Et entre-temps, je négocie avec maman pour qu'elle me fasse venir en France, parce qu'il y avait la guerre de 97 Mhm. au Congo, elle ne voulait pas que j'y retourne. Mhm. Et voilà, en 2000, boum, ah ben tiens, tu vas. Donc, votre perspective, c'était la France. On va voir comment vous êtes arrivé en Ah, France, et juste après la pub. ça va. Pub. Vous aimez les enfants et vous souhaitez travailler en leur compagnie, ça tombe bien. Le CFA Kelasi School lance la formation accompagnant éducatif petite enfance en alternance. Cette formation se déroulera sur une année à compter de la rentrée. Au programme, nos formateurs expérimentés dans le domaine de la petite enfance vous communiqueront des informations et des techniques pour assurer l'entretien, l'encadrement et l'accompagnement d'enfants de 0 à 6 ans. Vous contribuerez ainsi à leur éducation, à leur développement et à leur épanouissement personnel. Grâce à notre réseau de partenaires, vous serez placé en entreprise dès la validation de votre inscription. À la fin de votre formation, vous obtiendrez un titre RNCP de niveau 3 reconnu par l'État. Vous aurez aussi la possibilité de trouver du travail rapidement dans le secteur de la petite enfance en forte demande. Alors pour postuler, envoyez un mail à l'adresse contact@kelasi-school.com ou téléphonez au 06 29 28 94 33. De retour sur le plateau de Résilience avec Monsieur Sika, qu'on appelle Lolo également. Donc Lolo, juste avant la pub, on parlait de votre mésaventure en Éthiopie, où ça n'allait pas vraiment, hein. Vous étiez hébergé chez votre oncle, mais les choses entre vous ne se sont pas bien passées. Et vous aviez en tête de venir en France. Alors, comment vous avez préparé ce projet-là? Alors, c'était pas spécialement la France en soi, parce qu'à ce moment-là, j'étais très anglophone. Hein. Donc, avec mes potes, les années 90 hip-hop, on était plus United States. Donc, la preuve, tout à l'heure, je parlais de mes collègues qui sont au Canada. En fait, de là, en fait, ça a explosé. Chacun est parti. Et l'idéal pour moi, ça aurait été effectivement d'être là-bas. La France était là où j'avais une partie de la famille et que pour ma mère, c'était plus simple de venir en France. Ouais. Et oui, j'ai commencé à lui dire, bon, ben, soit je rentre au Congo, soit je bouge. Ouais. Donc, c'est la France. Mais voilà, dans les démarches, du coup, pour venir en France, donc la fameuse anecdote, effectivement, où je vais au Sheraton avec un kino que je connaissais à l'époque, Didier Ndombassi. Et il me dit, tu m'accompagnes au Sheraton, tout ça, je vais voir Papa Wemba. Je fais OK. Donc on arrive, du coup, sur la table, il y a Papa Wemba et un monsieur blanc qui est assis. On prend l'apéro, on parle. Bon, avec le blanc, on ne se parlait pas trop, mais bon, on était autour de la table tous ensemble. Et le jour où je vais maintenant prendre mon visa avec mon oncle, à l'ambassade de France,
On nous reçoit, on ouvre la porte, et le fameux monsieur, c'était le consul de l'ambassade de France, qui me dit, on se connaît? Mon oncle choqué. Ce petit voyou du connaît le consul de l'ambassade de France. Et voilà, donc là, en fait, tout a roulé, quoi, en fait. Il me dit, tu connais aussi en France, tout ça et tout. Je lui dis oui. Et à ce moment-là, il me délivre un visa qui me permettra de pouvoir m'installer et travailler en France, un triplix, quoi, on va dire, sur la durée. Donc, l'obtention du visa a plutôt été facile pour vous? Ouais, le fait qu'on a aussi joué du fait que mon oncle était diplomate. Donc, il y a quand même eu ce volet qui fait que ça pèse un peu sur la balance avec les efforts de ma mère de l'autre côté. C'était un duo, un tandem qui a fait que oui, ça payait. Ouais. D'accord. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le parcours. Ouais. On a donc, une fois le visa fait, donc voilà, faut arriver en France. Moi qui suis jamais sorti de l'Afrique. Parcours, je passe par Milan. Oui, tiens-toi bien. Alors, j'arrive à Milan, comme je disais encore sur, je vous disais, pardon. Je me suis retrouvé en plein milieu. L'image qui me revient, c'est le bonhomme en plein milieu d'un gros aéroport et le monde tourne autour. Et il sait pas où il est, le gars. Et ça parle italien. Et là, par contre, c'était quand même quelque chose de très miraculeux. C'est que je me souviens marocain. Pendant que je suis en train de regarder tous les tableaux, là, par où il allait, il vient vers moi, il me dit bonjour, vous allez à Toulouse? Ouais. Il dit suivez-moi. Ok? Milan, c'est tellement grand cet aéroport. Pour moi qui sors d'Addis Abeba où vous avez qu'une entrée, là c'était le turfu, je savais pas où j'étais. Du coup, je le suis. On prend le vent, et France, je crois. Ça commence pas à l'italien, et on est passé sur la France. Et là, j'arrive à Paris, il me prête son téléphone, j'appelle mon frère qui décroche pas. Je savais pas que les gens ont au boulot. La journée, t'as pas encore le planning de la France, là, tu sais. Donc ça décroche pas. Ok. On décolle, on arrive à Toulouse. Pareil, je rappelle, il décroche pas. J'appelle ma tante qui était censée me récupérer, pareil. Donc tout le monde était au taf en fait. Donc je me suis mis à paniquer. Et le fameux Marocain, il est resté avec moi à l'aéroport, en passant tous ses coups de fil. Et en partant, il me laisse des pièces, parce qu'à l'époque, on avait des cabines téléphoniques à pièces. Donc il me laisse quelques pièces de francs, je crois. Oui, c'était le franc. Parce que le franc, parce que l'euro. Donc il me laisse quelques pièces de francs et tout ça. Et son numéro de téléphone, il me dit si t'arrives pas à les joindre, tu m'appelles, tu viens dormir à la maison. Donc finalement, la tante est arrivée, je crois, vers 16h, elle est sortie du taf. Je ne la reconnaissais pas, mais sauf qu'il y avait une femme balafrée, déquée. Là, j'ai compris que c'était ma tante. Et ça, c'est la famille. Donc à ce moment-là, elle vient, c'est Sika? J'ai dit oui, tout à fait. Donc là, la vie commence en France, quoi. La vie commence en France, et vous allez donc du coup être hébergé par votre tante. C'est ça. Et est-ce que ça se passe mieux qu'avec votre oncle à Addis? Un peu mieux. Un peu mieux. Mais sauf qu'après, on connaît la vie en France quand on n'est pas chez les gens longtemps. Faut pas se leurrer, c'est une évidence. Tu deviens une pièce en plus. On va ainsi dire. Voilà. Donc, ta présence au début, ça va bien. Comme dit mon frère Cyril, au bout de 3 jours, tu deviens une personne non grata. Donc, ce qui a fait que oui, à la mi-année, on s'est retrouvé un peu dans un tandem et moi, j'ai toujours grandi seul. Donc, j'arrive dans un point où on commence à me dire quoi faire, comment faire. C'était un peu dur à ce moment-là. Donc, oui, en fin d'année, elle me dit faut que tu montes chez ton frère Pépé à Paris. Ok, parfait. Donc, je prends mes affaires pour Paris. J'arrive à Paris, j'observe, je vois la météo, je fais. Ça va être compliqué. Parce que revenir dans un cadre où on t'impose encore des choses, je ne peux plus. Donc, me voilà reparti à Toulouse à nouveau. J'ai trouvé une petite chambre d'étudiant. Et j'ai commencé on va dire, mon parcours est parti de là, à partir de cette chambre, à Campus Caférélie à Toulouse. Et voilà, avec le lycée, en fait, on a commencé à monter les dossiers avec la CIS. Parce que ma mère, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant qu'elle était à Toulouse à monter mon dossier, elle a eu 6 mois de retard sur son visa pour préparer ma venue. Donc elle a eu le temps de traiter avec les gens de l'école, leur faire comprendre que j'arrivais, tout ça. Je suis même arrivé après la rentrée. Et ces dames m'attendaient. Donc quand j'arrive, ah, c'est Sika, ça va, ta mère était là, machin. Donc, pendant mon parcours, elles ont été comme des mamans pour moi, en fait. Sur le plan administratif, tout le reste. Donc, même avec l'assistance sociale pour monter des dossiers, pour arriver à envoyer, parce que la naturalisation, une fois refus, c'est pas tout de suite ça marche. Donc voilà. Elle m'a accompagné dans toutes ces démarches jusqu'à un moment où, bon ben. Il y a une fois, elle m'a dit clairement, l'assistance sociale, elle m'a dit on a plein de Mahorais là. La priorité, ce sera les Mahorais. Ça, je me souviens que ça m'a mis un coup de boost. Là, j'ai fait, oh là, mon grand. Si tu veux pas prendre le charter, il va falloir te débrouiller. Fais quelque chose. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé, en fait, à vraiment entreprendre avec mon ex. Donc, on a évalué qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, sinon,
À la fin de mes études, je partais. Donc voilà, c'est bien de parler de ce côté administratif parce que il faut justement ce fameux sésame pour pouvoir réussir son intégration en France, donc les papiers, le titre de séjour. C'est ça. Comment se passe la procédure pour l'acquisition du titre de séjour? Ah, le titre de séjour. Bon, mais moi, étant étudiant, je suis arrivé avec une inscription, tout ça. Donc là, on me donne le titre de séjour normalement. Ouais. Mais une fois que le parcours scolaire est fini, il faut avoir une raison d'être en France. Si on n'en a pas, il faut en trouver une autre. Si le school est fini, il faut trouver une solution. Donc à ce moment-là, effectivement, j'ai été déjà avec ma copine depuis 4 ans, à peu près. Donc, voyant le mur arriver, on s'est regardé, qu'est-ce qu'on fait? Et on a décidé de franchir le cap pour pouvoir effectivement sécuriser déjà, voilà, même ma place au sol, sur le sol français. Et ça peut être tout. Donc c'est là en fait un peu le volet, on va dire. Aujourd'hui j'ai compris, c'est le volet spirituel qui me manquait à ce moment-là pour comprendre certaines choses, parce que au bout de 4 ans de relation, tout était nickel, mais dès qu'on s'est marié pour faire tout part en vrille. Génial. Donc, étant un mariage mixte, parce qu'à l'époque, elle était pas blanche, elle était polonaise guadeloupéenne, mais elle était blonde aux yeux bleus, donc on pensait que c'était une tout on va dire, ce mariage mixte fait que vous êtes convoqué par la préfecture de la police pour s'assurer que c'est pas un mariage blanc, quelque chose. Et nous, en allant à ce rendez-vous, effectivement, on était assis comme ça, sauf que dans la salle d'attente, il y a un camion qui observe. Donc, ils nous ont laissé là plus d'une heure avant qu'elle ait nos réactions et on ne se parlait pas du tout. Donc, elle a reçu en premier, elle dit ce qu'elle a à dire, grosso modo, je veux plus de lui, mais je tiens quand même à ce qu'il ait ses papiers, tout ça, blablabla. Et ils sont de l'autre côté. Moi, j'arrive, comment ça se passe avec votre épouse? Ça va pas du tout. Il me dit, vous faites bien de le dire, parce qu'on a tous vu à la caméra. Ah ouais. Ah oui, ils ont tout vu. Donc si je m'y tenais là, j'étais mort. Il me dit, bon, vous faites bien d'être honnête, voilà ce qu'elle nous a dit. Elle a dit qu'elle veut plus de vous, mais tiens, est-ce que vous devenez français? Et là, ça veut dire que même la police, il ne sera pas sur quel pied danser. Et mon dossier, on va dire administratif, s'est mis à piétiner. Je suis passé de 3 mois de récépissé, parce qu'en récépissé, c'est 3 mois. Moi, je suis passé à 1 mois pendant 2 ans. Enfin, la préfecture tous les 30 jours. Ah ouais. Ah ouais. Pendant 2 ans, j'en pouvais plus. Là, j'en pouvais plus parce que rien que l'idée de savoir que je vais à la préfecture faire la queue, on a la boule au ventre, quelques jours avant. En parlant de ces fameuses queues, elles sont comment? Bon, là, j'ai vu que ça évolue. Ça a beaucoup évolué. Ça a beaucoup évolué. C'est un peu plus cadré. Mais à l'époque, non. À l'époque, moi, je me souviens, j'arrivais des fois à 4 heures du matin là-bas. Mais j'étais, je sais pas, à plus d'1 kilomètre de queue déjà. Il me dit, le premier, il arrive à 23 heures là-bas. Donc, ce qui fait qu'il fallait vraiment avoir de la patience. Et le fait de passer au récépissé mensuel pendant 2 ans, je ne sais même pas comment j'ai tenu. Au jour d'aujourd'hui, avec le recul, je sais très bien que j'ai vraiment été soutenu spirituellement par Dieu, parce que à moi tout seul, j'aurais craqué. Et effectivement, j'ai fini par craquer. Et vous avez le droit de travailler avec ce récépissé de 1 mois? Je crois que oui. Parce que je crois que vu que j'étais déjà marié, j'avais l'autorisation de travailler. D'accord. Donc ça, c'est en attendant le titre de séjour de 1 an. Passe par là. Donc en fait, en gros, vous avez une vie normale quand même. Vous continuez à travailler. Vous n'avez pas de problème avec la loi. Non. Mais vous recevez un jour une OQTF, l'obligation de quitter le territoire français. C'est ça. Comment vous avez pris cette nouvelle? Je viens pour récépissé encore pour renouveler mon récépissé. Et le mec qui me reçoit, j'ai encore l'image, que tu vois le t-shirt. Il prend mon passeport, il prend mon récépissé, il s'en va, il revient, il me donne juste mon passeport avec une feuille, République française, whatever. Et là, je lui dis une bail. Ah ouais, sous 30 jours. Là, tu vois vite autour de toi s'il n'y a pas de keuf quand même. Et là, me voilà parti. J'appelle mon frère, j'appelle ma mère, je suis en panique. On va quitter le territoire, parce que tu te dis à un moment donné, ils vont revenir chez toi à 5 h du matin, les mecs ils te prennent. Ah ouais, vous avez vraiment peur quoi, que la police débarque à n'importe quel moment. À 5 h du matin, c'est l'heure où ils viennent, pendant que tu dors, ils viennent, ils cassent et ils rentrent. Donc j'étais en train de me dire, qu'est-ce qui va se passer là? Et mon frère m'a calmé, ma mère qui m'a calmé aussi, en me disant, non, dans mes prières, c'est pas ce que Dieu m'a dit. Moi à l'époque, un peu immature sur le plan spirituel, en me disant, voilà, sauf qu'elle savait très bien de quoi elle parlait. Et ça, c'était fort.
Et je rencontre du coup une association qui m'aide à remettre tout en place, tout ça. Mhm. Et on finit par avoir un rendez-vous dans la préfecture avec les responsables et les responsables. Mhm. Et là, en me recevant, le mec stupéfait, il me dit où est-ce que vous avez ce document? J'ai dit, c'est bien écrit Haute-Garonne ici, quoi, à Toulouse. Donc, il dit non, parce que dans l'ordinateur, pour moi, vous n'avez aucun acquitté. Hein. Pardon. Il dit parce que normalement, quand on vous le donne, on vous le met note, on vous laisse pas partir en tout cas. De peur que vous disparaissez dans la nature. Donc quand vous le donne et c'est pas signé, ça veut dire que c'est pas valable. Et moi, il me l'a donné sans me le faire signer. Tu dois signer. Et moi, il me l'a donné comme ça, feuille blanche. J'ai fini par comprendre plus tard que c'était quelque chose pour me faire barrer du pays, j'aurais perdu mes droits. C'est quand tu sors du territoire, tu perds tes droits. Donc il faut y rester pour continuer à avoir bénéficié de cette ancienneté, ainsi de suite. Et j'ai quand même resté en France 8 ans sans sortir. Hein. La tôle. Moi qui aime les voyages. Ah ouais. Là, j'étais un peu bloqué. Donc oui, ce qui a fait qu'à ce moment-là, on a pu réunir toutes les preuves, on va voir le monsieur. Et le monsieur nous explique, non, 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 non. Officiellement, vous n'avez pas ce document, enfin, on ne vous l'a pas attribué, quoi. Comment ça? Pourtant, c'est un document officiel, hein, avec le logo, tout ça, et on me l'a donné au guichet de la préfecture. Je suis pas fou. Bref, il me dit alors à ce moment-là, je vais l'annuler, parce qu'il n'existe pas, en fait, du moins on le déchire, il ne compte pas, et je vous redonne votre titre de séjour. Ouais. Là, je reprends mon récépissé à nouveau. Good. J'ai failli en fait partir à Londres. En fait, tout était mis en place. Sur le plan spirituel, pour ceux qui comprennent, c'est quelque chose. C'était vraiment fait exprès pour me mettre dans un autre cadre et perdre ce que j'avais, ces acquis-là, en termes d'ancienneté, en termes de... Et voilà, je récupère mon récépissé et me voilà en train de renouveler mon titre. Je reviens maintenant pour renouveler ce fameux récépissé, pour passer à mon titre de séjour. Donc, la logique veut que du récépissé, tu passes au titre de séjour, la carte de 10 ans, la carte de 10 ans, la nationalité. Je sais pas qui a créé ce parcours, c'est débile, c'est faux. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est que moi, du récépissé, je suis passé à la nationalité. C'est incroyable. J'ai jamais eu une carte de 10 ans, j'ai jamais eu un titre de séjour. Mais 2 ans de réception, on m'a fait chier. Là. Mais de là, je suis passé à la naturalisation. Pourquoi? Parce que quand j'étais encore étudiant, je faisais déjà mes demandes qui étaient en traitement. Donc le jour où je vais renouveler mon titre de séjour, on me dit, monsieur, je vous trouve pas. Oh là là. J'ai dit, Je me suis déjà assez pris la tête comme ça avec vous. On va pas repartir là-dedans. Ah, on a déjà eu un rendez-vous là-dedans, on a réglé l'affaire. La dame, catégorique, monsieur, j'ai rien. Elle se lève, elle va voir ses collègues derrière, elle revient me voir. Et à un moment donné, elle me dit, vous n'avez pas fait une demande de naturalisation? C'est moi dans ma colère, oui, 4-5 ans, je sais. Elle me dit, allez quand même voir là-bas, parce que dans le bureau des étrangers, je ne vous trouve pas. C'est le mot bureau des étrangers. On te traite autrement là, monsieur. Ok. Blasé quand même, hein, je n'étais pas sur ton coup là. J'ai dit, je vais quand même aller voir. Et là, c'est avec mon ex-femme, effectivement. Donc on monte l'escalier, on arrive, et je toque. Bonjour, bonjour. Je suis monsieur Sika. Dès que je dis monsieur Sika, mais c'est vous? Comment ça, c'est vous? Mais on vous attend depuis. Comment ça? Ben, vous avez été naturalisé depuis, je sais pas, le 9 septembre 2009, un truc comme ça. Et moi, je suis arrivé, je sais pas, un mois après, en me disant qu'il m'a envoyé plein de recommandés qui s'étaient jamais arrivé. Ah bon? Jamais. Pourtant, recommandant, mais bien sûr que tu en as une trace. Mais je mets une preuve, oui. Jamais. Et c'est là qu'on m'explique que oui, quand on vous remet la naturalisation, il y a toute une cérémonie, la Marseillaise, le préfet. Sauf que moi, non, je n'ai pas assisté à ça. Et donc on vous a remis le dossier directement. Ah ouais. Bonjour monsieur, ben voilà vos dossiers. Donc je vois mon acte de naissance français. Ah, ok. Je regarde mon ex-épouse qui était contente pour moi, même si elle avait changé de vie. Là, sur le moment, on s'est dit, le parcours, on y est arrivé. Et elle m'a dit, parce que j'ai dit, ouf, putain, l'équipe de France. Et la dame, la problématique me dit, vous êtes footballeur? Je dis, non, pas du tout. Rien à voir. Et de là, en fait, je sors avec mes documents. C'est de là que je deviens français. Et quand je prends, du coup, le document de la naturalisation et de la quitter, non. C'est juste, en fait, j'ai pris ça pour 2 diplômes, en fait. Celui de l'échec et celui de la réussite. Et là, comme je disais à mon frère à l'époque, j'ai dit, tout ce qui était school, ça commençait à me faire chier. J'ai dit, je veux juste avoir ce truc-là, je sors me débrouiller. Et vous passez comme ça donc de l'obligation de quitter le territoire à la naturalisation, au bout de combien de temps, en France? Moins d'un an. Ah ouais. Et j'ai jamais eu le titre de séjour de 1 an, j'ai jamais eu la carte de 10 ans. En fait, le titre de séjour quand j'étais étudiant, oui, mais en tant que travailleur, non. Donc du récépissé,
à la naturalisation. Ce que je pourrais dire effectivement à certains, c'est que, on va dire, les pays francophones, en France, normalement, au moins que c'est changé. Au bout de 4 ans, vous avez le droit de faire la demande de naturalisation. Mais ça, c'est la théorie. Sur le tas, c'est un peu plus compliqué. Mais ça n'empêche. Faites. On va recaler le dossier parce qu'il manque tel document. Faites. La persévérance, ne rien lâcher. Ne rien lâcher. C'est tout ce que moi j'ai compris. Si j'avais lâché, je serais parti à Londres, j'aurais paniqué. Ne rien lâcher. On a un objectif, surtout quand on a investi son temps là-dedans. On a mis son énergie. Rien lâcher. D'où la résilience, donc. Hein. Elle vous inspire quoi, cette notion? Ben, j'ai eu du mal à mettre le mot résilience sur tout mon parcours. C'est un peu plus tard que j'ai compris que c'était la résilience. Enfin, tout le monde, on me le disait, que ce soit mes professeurs de l'époque, ou même là où j'ai travaillé en racontant l'histoire. Oui, parce que sans ça, c'est une voiture sans essence. C'est une maison sans fondation. Tout est fragile, tout peut s'écrouler sans résilience. Et c'est important de pouvoir témoigner pour que certains se disent que c'est faisable. Moi, quand je traversais ces moments, je le dis même dans mes prières, c'est des impasses qui sont devenues des boulevards par la suite. Mais quand on est face à une impasse, c'est le mur, on n'a rien, on n'a plus l'espoir, on est mort. Mais si on y croit, on sait que c'est pas ce qui était prévu dans le mindset. On sait pas comment. L'impasse devient boulevard. Et on passe à autre chose. On évolue. Tout ce que je veux dire, c'est ne rien lâcher. Les moments vont être compliqués, surtout sous la préfecture. Ils sont là pour psychologiquement vous fragiliser, pour abandonner. Le coup du récépissé de 1 mois pendant 2 ans, j'aimerais savoir si quelqu'un l'a vécu. Je pense que je fais partie des inscriptions. C'est juste pénible. Ceux qui me suivent, ceux qui vont à la préfecture, ils sauront de quoi je parle. À la préfecture, tous les 30 jours, c'est pénible. Et 2 ans. Il va falloir vouloir. Donc aujourd'hui, voilà. Les papiers sont là. L'idée, c'est de pouvoir transmettre le témoignage à ceux qui sont dans ce parcours, de dire tout est faisable. Tout est faisable. Et encore mieux, même si Le Pen arrive au pouvoir, n'ayez crainte. L'administration travaille. C'est tout ce que je peux dire. Moi, j'ai été naturalisé sous Sarkozy. Je ne croyais pas du tout avec tout ce qu'il disait là. Quand il arrive aux affaires, il a paniqué tout le monde. Moi, le premier. Et surtout qu'à l'époque, on a vécu en plus le 21 avril 2001 de Le Pen. Donc tout ça a fait que la situation politique n'était pas évidente. Mais quand j'ai reçu ma naturalisation sous Sarkozy, j'ai compris que Pierre-Paul Jacques aux affaires, ça ne changera rien. Il y a des droits, il faut juste remplir les critères et les choses se font, quoi. C'est ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Lolo, d'être passé sur le plateau de Résilience. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Résilience. On se retrouve bientôt.